Bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque suisse. Je pense qu'on peut commencer, même s'il y a encore un peu de monde aux caisses, mais on a beaucoup d'intervenants avant de lancer la projection. Donc, bienvenue pour cette soirée spéciale au Capitole. Ce soir, en compagnie en particulier avec la CUB, la Fondation Culture du Bâti, et évidemment le festival Écrin Urbain, et aussi avec Pathé Film, que je profite de remercier parce que en fait, ils ont répondu avec enthousiasme pour nous donner la possibilité de vous montrer le nouveau film de Jean-Stéphane Bron, Le Chantier, film qui a été présenté au Festival de Locarno. Un film, je ne vous le cache pas, que nous a particulièrement touché quand on l'a vu au festival. Pourquoi? Parce que, évidemment, en ayant vécu plusieurs années de chantier ici au Capitole, disons que ça nous parlait et ça nous parle particulièrement. Alors, avant de dire un mot de bienvenue de la part de Jean-Stéphane Bron et de son invité, j'aimerais appeler sur scène la représentante de l'institution qui en fait a cofondé et qui a fortement voulu il y a quelques années créer ce festival Écrin Urbain. Et donc j'aimerais appeler la présidente de la CUB, Fondation Culture du Bâti, Doris Velkli, accompagnée ce soir par Marco Costantini, directeur du MUDA, qui n'a pas besoin de présentation, je crois, qui est partenaire de la CUB. Bienvenue, bonsoir. Merci. Bonsoir. Au nom de la Fondation Culture du Bâti, CUB, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la soirée d'ouverture de la 7e édition du Festival Écrin Urbain. Merci d'être présents aussi nombreux ce soir. Je crois pouvoir dire que cette année, nous faisons même encore un peu mieux que les éditions précédentes dans cette magnifique salle. Je voulais dire presque comble, mais elle est tellement grande que je crois que c'est impossible de la remplir complètement, mais vous remplissez déjà pas mal. Votre présence est le plus beau témoignage de l'intérêt et de l'attachement que vous portez à ce festival. Il y a 8 ans, presque jour pour jour, à 2 jours de différence, nous inaugurions la toute première édition d'Écrin Urbain dans cette même salle, pas encore rénovée, avant le chantier. Et nous voilà déjà à la 7e édition. Le chemin parcouru est considérable et c'est grâce à un engagement collectif et fidèle. J'aimerais remercier chaleureusement nos principaux soutiens financiers qui nous accompagnaient depuis plusieurs années. La Loterie Romande, l'État de Vaud, la ville de Lausanne, ainsi que la Fondation Sotto Voce. Leur confiance et leur fidélité sont essentielles à la pérennité du festival. Merci également à Wine Family pour le vin de l'apéritif dont nous avons pu profiter tout à l'heure. Un très grand merci va aussi à notre nouvelle secrétaire générale, Katia Freda, entrée en fonction en septembre dernier. Elle a repris le flambeau avec énergie et détermination et a su garder le cap pour organiser cette édition dans des délais particulièrement courts. Elle est secondée par Elisa Cavalion, chargée de projet d'Écrin Urbain 2026. Merci à vous deux pour votre engagement remarquable. La CUB grandit et se professionnalise. Les objectifs que nous nous sommes fixés en 2016 lors de la création de la Fondation restent inchangés. S'engager pour la médiation d'un environnement construit de qualité auprès du grand public. Certains d'entre vous connaissent sans doute encore notre brochure ici, notre brochure orange éditée en 2019, qui détaille nos différentes actions. En la relisant récemment, nous sommes tombés sur l'un de nos objectifs, nous installer à plateforme 10, à l'horizon 2025. Et donc, c'est avec une immense joie que je peux vous annoncer aujourd'hui que cet objectif est atteint.
Depuis septembre, nous sommes généreusement accueillis au MUDAC, que nous souhaitons remercier officiellement et publiquement ici ce soir. Je crois qu'il mérite un applaudissement. Je passe donc très volontiers la parole à son directeur, Marco Costantini. Et je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique soirée et un excellent festival. Merci Doris. Marco. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne ferai pas très long parce qu'on est ici pour une projection, mais je suis ravi effectivement d'accueillir la Fondation Cube au sein du MUDAC, avec laquelle nous allons pouvoir effectivement développer de nouvelles synergies, de nouveaux projets, puisque vous le savez peut-être, le MUDAC est un musée consacré au design, mais aussi désormais à l'architecture, en amplifiant des projets de recherche, de propositions, d'exposition qui tournent autour de la culture du bâti et du design. Et à ce titre, vous êtes tous invités demain soir, 18h, au vernissage de l'exposition consacrée à Jean Tchoumi, designer, donc un aspect du travail de l'architecte peut-être moins connu, mais que nous allons inaugurer demain soir en collaboration avec la Vaudoise Assurance. Donc merci et bienvenue encore à la Fondation Cube au MUDAC. Merci à vous, soyez les bienvenus demain et ainsi que les mois prochains. Et vive le festival Écran Urbain. Merci. Merci Marco, merci Doris. Vous voyez, je me suis labellisée Cube aussi. Et d'ailleurs, Marco, je pense que j'aimerais aussi un bureau au MUDAC, un passant. Comme Doris Belcry l'a évoqué, donc la Cinémathèque suisse a participé depuis le début, a collaboré avec le Festival Écran Urbain, une très belle projection en 2018 dans le Capitole, pas encore rénové, de Blade Runner. Après, on a eu quelques projections à Montbénon, mais bon, il y a eu la pandémie, puis après, il y a eu le chantier, et puis l'année passée, enfin, on a pu réouvrir officiellement dans ce beau Capitole avec One from the Art de Francis Ford Coppola, le festival. Et donc, pour nous raconter tout ce qui va se passer ces prochains jours dans les différents sites du festival, j'appelle les cofondateurs et les deux directeurs artistiques du festival, Hervé Bougon et Aldo Bearzotto. Welcome! Welcome back! Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Donc, je suis là pour vous présenter en quelques minutes un programme qui est riche et varié. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la 7e édition. Donc, il y a une vingtaine de projections pendant 5 jours. Je vous conseille évidemment ce petit livret réalisé qui résume bien toute la programmation et surtout les rencontres que vous propose donc pendant ces 5 jours. Donc il y a une programmation riche, variée, pour petits et grands. Il y a des séances scolaires, mais il y a aussi des séances pour les enfants samedi et dimanche matin, des séances un peu plus professionnelles au phare demain midi et vendredi midi, et des séances évidemment pour le grand public sur le reste de la programmation. On va parler construction, rénovation ce soir, évidemment. On va aussi parler de frugalité et d'écologie avec Barbara Buser, un film autour d'elle et qui sera présente dimanche. Et la question de produire autrement la ville, les bâtiments, c'est vraiment au cœur d'un film de Christian Barani qui s'appelle Penser l'incertitude, qui revient en fait sur les jeunes architectes et paysagistes primés et qui reviennent en fait sur leurs pratiques et comment ils doivent faire évoluer leurs pratiques au vu des enjeux évidemment environnementaux, puisque cette crise climatique, elle traverse évidemment toutes les sélections, tous les films que l'on propose pendant ces 5 jours. On reviendra aussi sur la place des femmes dans l'architecture, souvent invisibilisées, discriminées. Elles ont évidemment largement participé à la création architecturale. C'est vraiment un film qu'on vous présente qui s'appelle Out of the Picture, qui est vraiment dans le prolongement d'un film qu'on vous avait proposé il y a quelques années qui s'appelle City Dreamers. Donc voilà, donc on aura une discussion aussi à suivre sur les femmes dans l'architecture. J'aimerais défendre un film en particulier, le film de Mamadou Koumagueye, qui raconte en fait l'arrivée du tram, enfin du TER si on veut, dans la banlieue de Dakar, où vit sa famille, qui s'appelle Liti Liti. Je vous conseille donc pour venir découvrir ce film, et le réalisateur sera aussi présent.
Je disais aussi tout à l'heure qu'il y avait 2 séances au Forum d'architecture, nos fameux midi ciné, conférences, débats, sandwich, toujours assez agréable, puisque donc on part d'un film et puis il y a toujours une discussion à suivre, avec un sur des enjeux sur la démolition, donc ça c'est demain, et vendredi un film sur l'architecte portugais Siza. Nous reviendrons sur son parcours, sur sa carrière et évidemment son approche très humaniste dans ses constructions. 2 séances jeunes publics que je souhaite mettre en avant, qui auront lieu ce week-end au MCBA. Planète, un très beau film d'animation qui traverse vraiment là les enjeux environnementaux que j'ai cités tout à l'heure. Et puis un autre film, le premier film de Manuel de Oliveira, Aniki Bobo. On parle souvent de la ville pour les enfants, à hauteur d'enfant. Bah là, vous avez un film à hauteur d'enfant, mais dans une ville aussi où beaucoup plus de liberté aussi. C'est son premier film qui date de 1942. C'est magnifique, c'est plein d'énergie et que je vous conseille de venir découvrir ou redécouvrir pour petits et grands. Et puis je terminerai aussi sur une belle découverte, un film, alors vous excuserez mon accent, Ciudad sin sueño, donc La ville sans rêve, où là on raconte en fait la vie de Tony, qui est un habitant d'un bidonville près de Madrid, et qui voit sa vie, ses repères bouleversés, puisque le bidonville va être démoli. Donc on va suivre un peu la vie de Tony et de sa famille, et comment cette famille aussi est suspendue à différents choix à faire pour savoir comment il continue à vivre, et comment il continue à vivre avec cette liberté qu'ils avaient dans cette ville. Donc voilà, je termine là-dessus. Profitez bien de ces 5 jours pour découvrir évidemment des films, profitez des rencontres, pour échanger avec les réalisateurs et les invités. Puis je souhaite évidemment un bon festival. Merci Aldo. And now... Bonsoir. Merci beaucoup, ravi également de vous retrouver. Alors, qui dit festival de cinéma dit film d'ouverture. Et donc, effectivement, on a le plaisir, grâce à la Cinémathèque, à Pathé, de vous proposer donc ce soir un film qui s'appelle Le Chantier, de Jean-Stéphane Bron. Et on a le plaisir donc d'accueillir, et je vais leur demander de me rejoindre, le réalisateur du film, donc Jean-Stéphane Bron, et puis accompagné de Vassili Laffineur, qui est architecte. Bienvenue. Merci à vous deux. Le plus au centre possible. Voilà, on est ravis de vous proposer ce film qui est traversé par plein de thématiques, d'enjeux qui concernent la fabrique de la ville, à savoir ici un chantier de rénovation. Ce chantier de rénovation, vous voyez à l'image, vous pouvez reconnaître, c'est un film qui va nous emmener au cœur de Paris, un chantier de rénovation d'un cinéma, le Pathé Palace, donc à côté d'Opéra de Paris, et qui va nous emmener à la rencontre des hommes, des femmes, de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur ce projet de rénovation, les ouvriers, les architectes, l'ensemble de toutes ces nombreuses personnes qui vont œuvrer à la réalisation d'un chantier assez gigantesque. Et on est donc ravis de vous accueillir tous les deux. Alors, je vais vous présenter en quelques mots. Vassili, vous êtes architecte, et il se trouve que le projet de rénovation de ce cinéma a été confié à une grande agence d'architecture d'un architecte très connu qui s'appelle Renzo Piano, et vous êtes architecte associé au sein de l'agence de Renzo Piano RPBW, à qui a donc été confiée cette tâche dont vous nous direz tout à l'heure un peu en quoi a consisté ce projet, comment ça s'est passé. Et puis Jean-Stéphane, alors je crois que beaucoup de gens dans la salle vous connaissent, mais je vais quand même, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore bien... Un habitué du Capitole. Oui, vous êtes un habitué, je crois que beaucoup de vos films ou tous vos films ont été présentés ici. Mais je vais quand même rappeler que donc, vous êtes cinéaste lausannois, scénariste, et que on vous doit notamment quelques documentaires avec des accents politiques, des thématiques assez politiques, notamment Le génie helvétique en 2003, L'expérience Blocher en 2013, et puis un film qui vous a un peu permis de voyager peut-être un peu plus à l'étranger dans des festivals, qui vous a fait connaître un peu plus auprès du grand public, et Cleveland contre Wall Street, qui est un film qui date de 2010. Vous avez eu pas mal tourné, je crois, avec ce film. Moi, je vous ai découvert avec ce film à l'époque. On vous doit un film, alors l'image le montre bien ici, qui s'appelle L'Opéra, sur l'Opéra de Paris, en 2018. Et puis, moi, je voudrais mettre l'accent sur une série que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Deal. Je crois que les 2 premiers épisodes, c'est ça, ont été montrés ici, où là, vous retournez à la fiction, avec donc The Deal, qui est une série de fiction qui revient sur les négociations à Genève en 2015 autour de la question du nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran. Et notamment, on ne le dit pas assez, je sais qu'ici en Suisse, vous le savez très bien, mais à l'étranger, on ne sait pas assez
que la diplomatie suisse est toujours très présente, très active, et cette série assez passionnante, captivante, revient sur les coulisses de la diplomatie, de ces négociations. Évidemment, cette série que vous pouvez découvrir fait très écho à l'actualité en ce moment, ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran sur le même sujet du nucléaire. Voilà, et puis, oui, je voulais rajouter quelque chose. Je me permets, série fortement voulue par la RTS et la SSR. Il y a une petite votation prochainement, juste pour le rappeler. Voilà, en tout cas, peut-être, Jean-Stéphane, un petit mot d'introduction avant de lancer la séance, et puis on se retrouvera à l'issue de la projection pour avoir une discussion sur la fabrication de ce film avec vous deux. Voilà. Bonsoir à toutes et tous, je ne vais pas allonger. Toutes les personnes que vous voyez au générique, au début et à la fin, je les remercie. Je remercie la Cinémathèque, le festival pour cette invitation qui me fait très plaisir. C'était un travail de 4 ans. Pour Vassili, 7 ans, voire 8, il vous expliquera ça plus tard. Donc on s'est rencontrés il y a quelques années. Il découvre le film ce soir, donc je vais passer un peu la séance à côté de lui pour lui tenir la main, parce que c'est toujours difficile de se voir à l'écran, même si, voilà, c'est pas un film sur... Enfin, je vous expliquerai. C'est un film sur quoi? C'est un film sur une société, et c'est un film où j'ai eu une carte blanche pour faire ce que je voulais. J'étais un peu obsédé après le Covid sur l'idée de faire un film sur un chantier, sur une société qui construisait quelque chose. Et le hasard a fait qu'il y ait une possibilité de tourner là. Il a fallu convaincre, se glisser dans cet endroit où, comme vous le savez, sur un chantier, c'est marqué interdiction d'entrée. Ça m'a plutôt... en général, ça m'intéresse quand on ne peut pas y aller. J'essaye de pouvoir franchir cet obstacle et de regarder au fond comment ça se passe. J'avais jamais franchi les portes d'un chantier, véritablement. Et si vous me permettez juste une petite note personnelle, il y a 2 personnes dans la salle, j'ai jamais fait ça, mais je veux dédier la séance ce soir, d'abord à ma mère, qui nous a beaucoup filmé en Super 8 quand j'étais petit, et probablement que ma présence ce soir a un peu à voir avec ce geste. Et la deuxième personne à qui j'aimerais dédier cette séance, c'est mon frère, qui est sur les chantiers depuis l'âge de 16 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je dis aussi que le film, vous le voyez ce soir en avant-première, parce qu'il sortira dans quelques mois. Au mois de mai. Voilà. En Suisse et en France également, au mois de mai. Donc voilà, film en avant-première. Merci beaucoup, bonne projection, et on se retrouve après le film. Merci. Et bon festival! Voilà, merci beaucoup. Et donc, merci d'accueillir Jean-Stéphane Bron, le réalisateur du film, qui est là devant, et Vassili Laffineur. Merci. Merci à vous deux. Asseyons-nous. Donc Vassili, je rappelle que vous êtes architecte associé au sein de l'agence de Renzo Piano. Voilà, on va se prendre un peu de quelques minutes pour échanger ensemble sur ce film, la fabrique de ce film, et puis sur ce lieu. Évidemment, il y a un micro, ou 2, je ne sais plus, qui vont circuler si vous avez des questions, des remarques, des impressions sur le film que vous venez de voir. On peut peut-être commencer, Jean-Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Comment est-ce que ce lieu et ce projet est venu dans ton parcours après cette série que tu as réalisée dont je parlais tout à l'heure? Ah bah c'était avant, parce que, enfin bon bref, c'est parce que j'ai commencé en 2021, donc ça a duré 5 ans. Et... non, comme je l'ai dit, j'avais envie de faire un chantier, j'avais l'idée de filmer la reconstruction de Notre-Dame pour des raisons. Enfin voilà, j'étais un peu obsédé par ce truc. J'ai essayé en fait désespérément d'avoir les accès que je voulais. Et après, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de films qui allaient se tourner, donc c'était un peu un territoire déjà un peu brûlé, quoi, d'une certaine manière, par plein de caméras et tout. Et puis, excusez-moi, j'ai vraiment pas pensé. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, il y a des films qui brûlent des territoires, et je pense, bon, bref, excusez-moi. Et en fait, donc, je continue à chercher l'idée d'avoir un grand chantier. C'est le producteur Philippe Martin qui me dit, mais tu sais, en fait, il va y avoir
un chantier, c'est Renzo Piano qui est à la tête de ce chantier, il y a Sepaté, et puis en fait, ça m'a pris 2 secondes, je me suis dit, bon, c'est évidemment filmer la construction d'une salle, le making-of d'une salle de cinéma, ça m'intéresse, et puis donc après, il a fallu convaincre les uns et les autres de pouvoir tourner, mais enfin, ça s'est fait, voilà, bon, la genèse. Et toi, Vassili, comment vous êtes arrivé, l'agence, au sein de ce programme? Est-ce qu'il y a eu un concours ou comme c'est une opération privée, il y a pas, on est venu chercher un nom d'agence? Alors, pour répondre simplement, non. Et en fait, ce n'était pas le premier projet qu'on faisait avec Jérôme Sédou, puisqu'on avait réalisé 10 ans auparavant la fondation Jérôme Sédou, qui se trouve dans le 13e arrondissement à Paris. Et c'était un espèce de bis repetita. Jérôme Sédou est venu à l'agence en disant j'ai cette opportunité, puisqu'en fait il est des propriétaires de l'ancien Paramount, puisque ce qu'il faut rappeler, c'est que ce site c'était aussi déjà un cinéma. C'était donc le Paramount, donc construit dans les années 20, et auparavant, à l'époque haussmannienne, c'était le théâtre de vaudeville. Donc c'est un site qui avait vécu des transformations successives, mais c'était un site en cœur d'îlot, et Jérôme Sédou a eu l'opportunité d'acheter le bâtiment de bureau qui était sur la rue, est venu voir à l'agence, a dit j'ai peut-être un potentiel de refaire des salles, mais pas faire que des salles, faire des salles de cinéma, mais aussi notre siège social. Donc c'est ce qui a plu aussi à Renzo, c'était un peu ce qu'il disait un peu en permanence dans le projet, c'était le lieu où on fait le cinéma, le lieu où on va voir le cinéma. Donc c'était un peu ce double programme qui a intéressé l'agent. Donc non, c'était pas un concours, c'était une commande directe. Et puis bon, je pense que vous l'avez bien perçu dans le film. Jérôme Sédou est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc je pense que c'est bien, ça transparaît bien dans le Micro, bien. Ah, pardon, ça transparaît bien dans le film. Donc voilà, pour nous, on est arrivé. Et c'est vrai que je dois préciser quelque chose. Quand Jean-Stéphane est arrivé avec son équipe sur le projet était déjà quand même bien avancé. Et ça, on ne s'en rend pas compte dans le film, en fait, parce qu'il a réussi à capter un peu toute la genèse du projet. Et c'est pas évident, puisqu'en fait, le projet était quand même déjà allait commencer en phase chantier. Donc, je pense que je me rappelle même plus, même si on avait déjà signé avec Bouygues à l'époque. Enfin, c'était... Oui, je pense, ouais. Mais c'était... Enfin, on était déjà assez... Parce que comme il l'est rappelé dans le film, c'est un projet qui a duré quand même assez longtemps, 7 ans, parce qu'à Paris, c'est long de travailler dans un bâtiment existant, c'est long d'avoir les autorisations. Même si c'est un projet qui, en taille, reste assez petit, puisqu'on parle de moins de 10 000 m². Mais c'est un projet qui est quand même assez... Un site contraint. Ouais, voilà, assez... Alors, Jean-Stéphane, est-ce que tu te lances dans ce projet? Comment est-ce que tu t'es organisé? Comment est-ce que s'est passée un peu la préparation de ce projet assez important? Est-ce que tu as fait beaucoup de repérages? Est-ce que tu as rencontré un peu tout? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est fabriqué? Est-ce qu'il y a eu un travail d'écriture à un moment donné sur ce projet? Est-ce que tout s'est fait au montage? Voilà. Non, il y a toujours un travail d'écriture. Après, il faut vraiment essayer de raconter le plus précisément Bon, c'est un documentaire, donc... Comme ça, un documentaire en immersion, dans un mode observation, alors qu'on décrit en fait ce que ce sera pas, donc il n'y aura pas de commentaires, pas d'interview, on essaie de décrire la dramaturgie, c'est-à-dire un chantier, il y a une échéance, donc on sera tenu par ça. Mais en fait, moi, il y avait un autre aspect, je pense, qui m'intéressait, c'était le chantier en lui-même, disons, comme c'est un film aussi sur la salle, il fallait que ce soit aussi un film sur le son, sur les bruits du chantier, il y avait un aspect aussi un peu comme un mobile, quoi, c'est-à-dire d'essayer de trouver ce truc qui est tout le temps en mouvement. Il y a un truc cinétique sur un chantier par essence, un peu. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, le principe, en fait, de partir avec ceux qui nous racontaient un rapport particulier à la salle, donc les ouvriers qui nous... Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui nous racontait une histoire intéressante, j'allais dans ce cinéma à Meknes, j'ai vu plein de films de Jackie Chan, on disait ok, on va y aller, ou bien... Donc c'était vraiment un rapport de discussion aussi beaucoup avec les gens qui occupaient Et au fond, c'était aussi un peu fixer une sorte de question sur l'état un peu de qu'est-ce que c'est la salle aujourd'hui, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça pourrait... Donc voilà, il y a la salle de quartier subventionnée, où il y a la petite salle de... Donc c'était aussi faire un peu une sorte d'état, sans commentaire, mais une sorte d'état, enfin un état des lieux, quoi. Typologie des salles de cinéma en France et ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et puis ça venait vraiment de rencontres et de discussions, évidemment, off, quoi. Tu peux préciser quelle équipe? Vous étiez combien dans l'équipe pour filmer? Ça fait vraiment très longtemps, peut-être 20 ans, mais on est 3. Donc moi, je fais le son en direct. Et puis après, comme on utilise des focales fixes, c'est assez lourd, l'équipement est lourd, et puis il y a beaucoup de liens. Enfin, faut que les gens connaissent bien ce qui va se passer à l'agence, faire le lien en permanence. En gros, la question c'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui va se passer. Comme c'est sur des temps très longs, il y a aussi un budget, on est contraint, donc faut répartir le temps assez intelligemment sur 4-5 ans presque. Parce le budget était X et il allait pas être. Donc on est 3 et puis donc un opérateur image et moi je fais le son et voilà. Et comment et un assistant par l'équipe? Comment vous acceptez aussi les 3 intrus? Ça, je me permets de réagir là-dessus parce que c'est vrai qu'à autre expérience, mais il s'avère que je fais un nouveau projet où il y a aussi un projet de film dessus. Et du coup, j'ai réalisé à quel point ils étaient en petite équipe et Blaise, qui faisait l'image pour Jean-Stéphane, était vraiment, enfin, je sais pas, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'agence est un endroit assez petit, en fait, toujours contraint. Les bungalows de chantier, c'est des endroits assez contraints. Et quand même, on l'oubliait complètement, quoi. Même moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été filmé à certains moments ou d'avoir j'ai redécouvert certaines scènes où je me rappelle, mais j'avais oublié qu'elles avaient été filmées. Donc c'est vrai que en fait, il était vraiment, et c'est ça qui est assez étonnant, en observation, tout en finalement racontant une histoire qui était pas peut-être dans la chronologie dans laquelle c'est passé, mais qui raconte vraiment la réalité du chantier. Je trouve ça assez fort à posteriori d'avoir ça. Et effectivement, en fait, la façon dont ça se passait, c'est que je pense qu'on communiquait. Tel jour, vous veniez tourner sur le chantier, à l'agence. C'était préparé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des réunions tous les mois à l'agence. Jérôme Sédou était quelqu'un qui vraiment poussait pour être vraiment présent. Il était là. Je pense que ça se ressent. Et tous les mois, il était là à l'agence. On avait une matinée de réunion. Il donnait son avis sur tout. Et ils étaient présents et voilà, ça se passait comme ça. Mais c'était, j'allais dire, on faisait abstraction de leur présence à un certain moment, quoi. C'était pas du tout. On n'était pas en tout cas, il y a très peu de scènes qui ont été jouées. Enfin, en tout cas, de notre part. Pardon, oui, Jean-Stéphane, tu parlais tout à l'heure on voit souvent à l'entrée des chantiers interdits au public. Toi, tu as pu y pénétrer, mais est-ce que finalement il y a eu, parce que pour des raisons de sécurité ou autres, des choses que tu n'as pas pu filmer, que tu aurais voulu filmer, que tu n'as pas pu filmer? Et puis deuxième question, est-ce que dès le départ, quand tu as exploré un peu ce lieu et réfléchi à ton tournage, est-ce que il y avait une volonté dès le départ de ta part d'être assez exhaustif dans le fait d'aller voir à peu près tout le monde, l'ensemble des acteurs, ou est-ce que ça c'est quelque chose qui a évolué au fil du tournage? Non, ça aussi, ça s'écrit, en fait. C'était de dire, c'est pas un film sur Renzo Piano, c'est pas un film sur l'architecture, c'est un film sur une société au travail. Donc, c'est un film sur le travail, pour moi, essentiellement, en fait. C'est un film sur le rapport au travail, sur les hiérarchies, sur les rapports de pouvoir, sur qui a la parole, qui l'a pas. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, les clés, disons. Mais ça, c'est des choses un peu qu'on écrit comme ça. Après, il y a des hasards, on rencontre quelqu'un. Enfin, c'est fait. Mais disons, les grandes lignes, on essaie de les tenir, quoi. Il y a une sorte de. Et puis aussi les choix aussi, comme je disais, comme je tourne avec des optiques fixes. Et qu'on utilise très peu de focales, donc on est vraiment plutôt des contraintes de cadre, il n'y a pas de zoom, donc c'est aussi de se donner beaucoup de contraintes formelles pour qu'une personne, enfin moi ce qui m'intéresse c'est qu'une personne, qu'elle soit nettoyeuse ou Renzo Piano, en fait, pour faire un plan taille ou un gros plan, en fait, c'est exactement la même distance. Vu que donc ça, c'est aussi un peu une sorte de règle. Et puis avec l'opérateur, on a fait beaucoup de films ensemble, donc il sait un peu aussi ce que je cherche. Et puis comme j'ai la perche, ça me permet de cadrer aussi. Donc ça permet de montrer aussi des choses, etc.
Peut-être le lien, on compare souvent les architectes et les réalisateurs. Est-ce que vous voyez un lien en termes de réalisation d'un film et la réalisation et la production d'un bâtiment? Non, c'est vrai, non, mais il y a une analogie, parce que c'est une société, enfin pas un film documentaire, mais disons un film de fiction. La fiction, c'est extrêmement pyramidal. C'est pas du tout, il n'y a pas d'horizontalité sur un tournage. C'est des chaînes de décision. Donc oui, il y a un peu des analogies, mais enfin c'est encore quel architecte et quel réalisateur. Donc oui, un peu des choses comme ça, mais enfin il y a les mêmes, on va dire. Il y a quand même il y a un producteur, enfin oui, il y a des rapports d'argent, il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports de hiérarchie, pareil. Oui, oui, non, mais il y a des analogies, oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas, du coup, il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Effectivement, de toute façon, même en tant qu'architecte, on sait qu'à la fin, c'est toujours une œuvre collective puisqu'elle est réalisée. Et finalement, on se rend bien compte qu'on n'a qu'une petite part, même si elle est effectivement... elle est toujours mise comme le designer, un peu la star, ou surtout dans le cas de projets comme on fait à l'agence, c'est toujours une valeur supérieure, mais en fait dans la réalité, effectivement, ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui construisent et qui réalisent, et chaque projet est différent par rapport à ça. Mais par rapport aussi, ce qui était intéressant, plutôt, moi, je trouve le regard, et je me rappelle une remarque que tu m'avais fait quand tu étais revenu de Gênes. Tu m'as dit, je suis allé à Gênes, et on voit le plan où tu m'as dit, et c'est là que j'ai compris l'horizon, la ville industrielle au loin, et tu m'as dit, j'ai compris Beaubourg par rapport à ça, tu vois, tu m'as fait un truc. Et c'est vrai que du coup, d'avoir le regard, tu vois, d'un réalisateur qui voit autre chose dans l'histoire aussi des projets d'agence, c'était assez intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus dans la relation. Ça répond pas directement à cette question, mais il y a quand même un rapport en fait dans la narration et d'où vient l'inspiration, d'où viennent les images mentales. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir avec Jean-Stéphane. Alors, on peut peut-être, on vous voit pas très bien, mais s'il y a des questions dans la salle ou des remarques. Si oui, je vous demanderai de lever la main, qu'on vous apporte un micro. Alors, je vois deux mains se lever devant. Alors, vous attendez qu'on vous donne un micro. Alors, on va commencer par vous, madame, et ensuite au centre. Ouais, c'est pas grave, allons-y. Merci. Alors, j'apprécie énormément ce film sur beaucoup d'aspects différents, celui de l'image, celui du son. Et j'aurais un peu des questions techniques dans le sens, il y a d'abord le son des échantillons sonores qui sont traités, après ça devient une musique, et en même temps, il y a aussi une synchronisation de ces sons avec les images, du détail au plan plus large. J'aimerais savoir comment se construit déjà le passage de l'échantillon sonore à celui vraiment du musique qui prend place, et en même temps la synchronisation avec l'image qui précède quoi. Tout ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu de cela, ce serait avec plaisir. Sur le son ? Le son et aussi synchro avec l'image. Après, en deuxième temps. Sur la synchro. Aussi. Alors, non, sur le son, en fait, l'obsession pendant le tournage, c'est vraiment d'avoir la présence des voix. Je pensais même à un moment donné que j'y arriverais pas parce que, en fait, dans la vie, on s'entend pas, en fait. Mais en fait, si on n'entend pas la voix au cinéma, le corps disparaît. En fait, c'est ce qui donne l'incarnation. C'est pas du tout. Bien sûr, il y a la physicalité, la manière dont les gens bougent, etc. Tout ça, c'est important. La question de l'espace, le corps dans l'espace, ça, c'est hyper important. Mais en fait, ce qui fait qu'on a le sentiment que quelqu'un est là, habite son corps, c'est le timbre. Et c'était hyper difficile sur le chantier d'avoir les voix le plus précis possible, incarnées, timbrées, etc. Donc, sur la partie du tournage, c'était vraiment ça l'obsession, d'essayer d'avoir la présence des voix le plus possible, parce que même dans les bungalows, là, on se rend pas compte, mais enfin, c'est assourdissant. Enfin, on est à quelques mètres du chantier, c'est tout le temps bruyant, ça s'estompe un peu quand les peintres arrivent, mais sinon, c'était vraiment très dur. Donc ça, c'était ça. Et puis après, il y a tout un travail de montage son, tout le temps, on faisait des ambiances en stéréo au fil du film, enfin, de façon assez classique, quoi. Mais disons, dans le rapport au son, c'était vraiment aussi, et de la musique, c'était encore de souligner, ou disons, d'accompagner cette idée cinétique, quoi, du travail,
du rythme, du délai, enfin, voilà, il y a quelque chose un peu, c'était ça les idées en tout cas qui ont inspiré le montage son et la musique, et puis aussi de faire du chantier lui-même une sorte de personnage comme un monstre. Enfin, c'est un chantier vraiment, nous on a eu hyper de la chance qu'on pouvait un peu aller et venir quand on voulait, les horaires et tout ça. Et franchement, sur un chantier aussi important, aussi imposant, d'être la nuit quand il n'y a personne et on entend juste les petits trucs qui volent, etc. Enfin, il y a un truc un peu vraiment d'un personnage qu'on finit un peu par connaître et qui a un peu ses humeurs aussi. Donc c'est aussi de faire du chantier un personnage en lui-même, quoi. Un peu l'idée. On avait une question au milieu. Oui, on vous écoute. Je vois pas bien qui a le micro. Merci. Alors, j'ai beaucoup aimé comment on pouvait voir plein de points de vue différents dans ce film. Et je me demandais au niveau du montage, en fait, comment ça se passait. Donc, vous devez filmer énormément de choses. Et donc, un peu la phase de l'écriture la plus importante, je pense, c'est le montage à ce moment-là. Et donc, je voulais savoir combien de temps ça a pris pendant le montage. Est-ce que ça a commencé aussi pendant le tournage, et comment vous réfléchissez à tout ça? C'est pas beaucoup d'heures relativement au nombre d'années, on va dire. C'est à peu près une centaine d'heures, un peu plus. Ouais, c'est ça. De montage? Non, de rush, de matière filmée, donc, mais quand même sur presque 5 ans. Donc des jours, je tourne pas du tout, des jours... on trouve pas vraiment ce qu'on... Voilà, on est venu pour rien. Enfin, donc je tourne pas beaucoup. Alors parfois c'est un peu embêtant parce qu'il manque un peu des choses, etc. Mais on vient sur des choses assez précises, et puis surtout c'est aussi dans le rapport avec les gens. En fait, il faut... Ça tu le sais pas, mais enfin moi c'est... En fait, il y a un truc quand même de performance. En fait, toi tu dis que tu as oublié la caméra. Mais en fait, c'est vraiment le principe c'est vraiment comme en chimie ou un principe physique, quoi. C'est-à-dire que vous introduisez quand même quelque chose dans la réalité qui est de l'ordre de l'expérience, quoi. Une caméra, une équipe, un regard, etc. Donc ce regard, il crée quelque chose qui est un peu comment les gens ont aussi envie de se présenter, comment les gens ont envie de performer qui ils sont. Alors c'est parfois beaucoup, ça faut retenir, faut en parler. Des fois c'est très léger, mais enfin il y a quand même quelque chose comme ça. Donc si on est là tout le temps, en fait les gens savent plus ce qui nous intéresse ou non. Ils tournent tout le temps, donc c'est un peu tout. Et donc ce serait comme si on filmait un acteur tout le temps. En fait à un moment donné, on s'arrête, il y a un clap, on se concentre et on est très concentré sur ce qui va se passer, sur ce qu'on espère voir arriver, etc. Donc, c'est un état de concentration tel que on ne peut pas tourner. Puis surtout, moi, je découpe, donc c'est-à-dire, faut avoir une idée de la scène, se dire, ok, bon, alors là, ils sont comme ça. Est-ce qu'on commence par non, on commence pas par le plan large, parce qu'en fait, ils vont d'abord parler de ça. Donc, il faut qu'on soit d'abord à cet endroit-là, parce que puis après. Donc c'est vraiment des décisions constantes de dire où on se place, comment on se met, comment est-ce que la scène... En fait, il faut imaginer ce qui va se passer. Il faut savoir que Béatrice est en retard, donc on se met là, donc on va la voir arriver, elle va s'asseoir là. Ah ben non, elle n'ira pas là parce que toutes les chaises sont occupées. Est-ce que si elle va là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce serait peut-être mieux qu'on enlève la chaise, comme ça elle sera juste à côté de lui, enfin, etc., etc. Des petits trucs comme ça, mais en fait, c'est vraiment... Et je pense, par exemple, Ange, je pense qu'il a compris ça à un moment donné. Il a compris que ce qui nous intéressait, c'était de l'ordre du conflit, que c'était de l'ordre de la... Il les a pas provoqués, il joue pas, mais en fait, il sait quand même quelque part, même inconsciemment, qu'il performe un truc. Enfin, donc après, bon, il y a peu d'heures, et sur le montage, c'est, je dirais, c'était 2-3 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres mains. Oui. Allô. Ah, il y a un nosegate. Puisqu'on parle de son, les dialogues, ils sont tout faits à la perche ou il y a des sans-fil? Alors, j'aimerais juste quand même dire, parce que merci pour la question, monsieur Jacques Sachs. Non,
un des plus grands ingénieurs et fabricants de recorders du monde est là, il s'appelle Jacques Sachs. Et donc il y a des tournages américains, des immenses séries, des films mythiques qui sont tournés avec ces machines, Sonosax. Et donc j'ai la chance pour me payer un Sonosax sur ce tournage. Et donc, c'est tourné avec un... Non, c'est ça que tu voulais... Alors, le son, il est tourné avec... tous les dialogues sont faits en grande partie à la perche et parfois on avait des HF, mais pas... on n'a pas toujours le temps de les poser, etc. Donc, c'est la plupart perchés. Ouais. Bah, bravo, en tout cas, c'est bien. J'ai une deuxième petite question. C'était cher pour avoir les avions qui passent dans l'axe du Puy? Alors ça, on s'est dit, mais où est-ce que c'est possible? Et puis c'était le coup de bol, quoi. On s'est dit, il devrait passer là, parce que c'est pas possible. On avait déjà vu un premier essai la veille, et on s'est dit, bon, on a posé le cadre, et ils sont passés, et c'était bien. Moi, je voudrais revenir sur la question du désir au départ, parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie de tourner, de filmer un chantier. Est-ce que le chantier que vous avez trouvé là, filmé, correspondait à ce que vous attendiez, ce que vous aviez en tête? Alors oui et non. C'est-à-dire que vraiment Notre-Dame, c'était vraiment quelque chose qui était lié à deux choses. Je sais pas si, je le dis pas parce que c'est quelqu'un qui est peut-être dans la salle mais que je connais pas. Mais il y a une œuvre d'art contemporain qui a été faite ici à l'église Saint-François. En fait, qui étaient des échelles posées, brûlées et posées dans l'église. Et franchement, c'est un des trucs les plus vraiment incroyables et puissants que j'ai vus. Et pour moi, c'était aussi un texte qui avait été écrit suite à l'incendie de Notre-Dame sur le rapport en fait d'une société au sacré, à la transcendance, à qui on est, qu'est-ce que c'est faire société aujourd'hui. Et donc, je trouvais qu'il y avait un peu un truc comme ça autour du chantier Notre-Dame. Et puis la salle de cinéma, d'une certaine manière, répondait aussi un peu à cette même préoccupation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait société, quel était le rôle du cinéma aussi dans le collectif, être ensemble. Donc, c'est pas tout à fait la même... c'était moins... mais c'était aussi quand même sur une question un peu de... non pas horizontale, mais de verticalité, quoi, les classes, enfin... donc, pas tout à fait pareil, mais puis sur le chantier, franchement, c'était quand même amusant de filmer la fabrication d'une salle, quoi. Une boîte noire, hein, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, sur la manière dont Jérôme Sédou voit la salle. Et effectivement, là, en fait, c'est assez marrant d'être ici dans une salle qui est un peu l'opposé de finalement de ce qu'on a fait, mais qui était pour le coup encore une volonté de Jérôme Sédou, puisque nous, on essayait à un moment, et ça peut-être, c'est moins perçu, mais il le dit un peu, le geste du projet, c'est ce puits de lumière qui amène la lumière dans les distributions des cinémas et dans les bureaux. Mais à un moment, on a essayé de se poser la question, qu'est-ce qu'était la salle de cinéma, qu'est-ce que c'est son atmosphère? Et Jérôme Sédou, on a fait plusieurs tentatives, nous a dit non, là-dedans, vous ne mettez pas. D'ailleurs, le fauteuil, on le voit clairement, le fauteuil, il a été décidé sans nous. Parce que là-dedans, il voulait vraiment rester maître, et pour lui, c'est vraiment une question technique. C'est le confort, et on ne devait absolument rien voir. Donc on avait essayé d'avoir des éléments. On lui disait, on rentre dans la salle, il y a quand même de la lumière, on peut avoir des éléments qui rappellent peut-être quelque chose de l'atmosphère d'une salle de cinéma. C'était un niet catégorique, et la salle, pour lui, c'était un élément technique. Donc au final, on a fait des éléments techniques. Ce que je dois préciser aussi, ce qu'on voit peut-être, c'est qu'il y a une grande salle avec une projection classique pour faire des rétrospectives, et tout le reste sont des salles équipées avec des écrans LED, donc qui ont d'autres problématiques par rapport au son qui sont bien décrits. Mais effectivement, c'était plutôt sa vision en tant et on le sent bien, hein, sa vision du cinéma, c'est ça, c'est la vision vraiment technique, le confort un maximum, et oublier la salle. Je crois que le temps file, je ne sais pas, Moi, j'avais une question qui va rejoindre un peu les autres films qu'on va proposer pendant ces 5 jours. C'est la présence des femmes architectes ou suivis de chantier dans le cinéma, pendant le chantier. Et donc, je voulais savoir comment, un peu vous deux, comment vous aviez perçu.
Il y a une de vos collègues qui essaye aussi de s'imposer, qui est tout à fait reconnue. Mais on voit est-ce qu'il y a plus de tension parce que c'est une femme et que les hommes ont plus de mal à accepter une présence féminine sur un chantier. Voilà, comment vous avez perçu ça sur ce chantier? Bon, alors il y a différents, en l'occurrence pour Pathé, Béatrice, qui était la directrice de la construction, est une femme et qu'on voit effectivement, elle a poussé, tiré pour avoir les choses et était quand même relativement respectée. Et par rapport à ça, c'est un peu ça qui crée la tension entre Ange, que vous avez vu, qui était le responsable de Bouygues, et Béatrice, qui était côté Pathé, qui crée un peu, qui était le climat un peu de tension pendant le chantier. Effectivement, par rapport sur la construction même, qui est effectivement généralement un domaine plutôt masculin, je dois dire que ce que j'ai vu sur ce chantier, c'est que les équipes de Bouygues c'était plus féminisé. Notamment, il y avait beaucoup de directrices de travaux, c'est-à-dire qui s'occupent d'un lot, puisque tout est découpé. Par exemple, la façade est un lot, ces choses-là. Il y avait quand même beaucoup plus de femmes qu'il y avait il y a 10 ans. Donc, j'allais dire, ça s'est quand même amélioré de ce point de vue. Moi, je voudrais savoir est-ce que le film a été montré à Jérôme Sédou, aux équipes de Pathé, aux équipes de Bouygues. Est-ce que l'ensemble des gens qu'on voit dans votre film ont vu le film et quels ont été leurs ressentis? Et donc, il y a une réaction assez émouvante parce qu'on l'a fait dans la salle même, donc dans cette grande salle, pour les équipes Pathé qui découvraient le film, bien sûr, on montre aux protagonistes. Là, en l'occurrence, Vassili, il n'est pas vu. Mais il y a des projections qui vont être prévues pour Bouygues, etc., qui n'ont pas été encore faites, parce que là, il y a plutôt les festivals pour l'instant, etc. Okay. Mais c'était pas... Mais Jérôme Sédou l'a vu? Bien sûr. Oui. Vous ne savez pas ce qu'il en pense? Ah si, non, mais je pense que lui, c'est interdit. Et c'est là où il y avait quand même une idée de carte blanche. Donc je pense que lui, et je pense que c'est là le fair play, c'est que lui, c'est interdit de dire quoi que ce soit sur lui, je pense qu'il a une réaction de producteur, parce qu'il y avait d'autres séquences. Il a vu 2 fois en cours de montage, et il y avait d'autres séquences de conflits assez vraiment très tendues, etc. Et je pense qu'il a pointé un phénomène en disant, voilà, je vous dis ça... c'est votre film, etc. Donc très sur des trucs de répétition et peut-être de longueur, quoi. Là, il s'est positionné, mais pas du tout sur l'objet lui-même, et surtout, il n'a rien dit sur le concernant, quoi. Peut-être une dernière remarque ou question? Oui, ici, et puis merci beaucoup pour la projection, déjà. J'ai trouvé ça hyper intéressant et puis très beau aussi. J'ai une première question pour Jean-Stéphane. Est-ce qu'il y avait des choses concrètes, spécifiques que vous vouliez voir ou montrer dans un chantier? Et est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont surpris par rapport à la construction ou la pratique de l'architecture? Et une deuxième question pour Vassili. Est-ce que vous avez finalement tenu le délai du 24 mai? Vas-y, ça me laisse ta grande. D'accord. En fait, pour être précis, le délai était pas celui du 24 mai. En fait, on a eu une commission de sécurité qui a été... C'était le seul élément, je posais la question d'ailleurs à Jean-Stéphane tout à l'heure, parce que c'est le seul élément finalement qui a pas été filmé. Je pense parce que c'était vraiment trop tendu à ce moment-là, parce que c'était vraiment une commission de sécurité en France, c'est-à-dire qu'il y a toute la préfecture de police et c'est là où ils décident si on ouvre le bâtiment ou pas. Et comme ça l'a expliqué, en fait, Pathé, dans le film, quand ils font un cinéma, ils font la commission de sécurité et ils ouvrent le lendemain. Et ce qu'il faut rappeler, c'était que c'était les Jeux Olympiques à Paris à ce moment-là. Donc, en fait, on a fait la commission de sécurité de mémoire le 28 juin. Et ils ont ouvert 3 jours, ils ont fermé pendant les Jeux Olympiques. Donc ils étaient contents parce qu'ils avaient ouvert avant les Jeux Olympiques, mais ils ont décidé de fermer pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Donc le délai a été... au final, tout le monde était content puisque le cinéma était terminé avant les Jeux Olympiques. C'était ouvert, mais ça n'a pas opéré avant septembre, avant la fin des Jeux paralympiques. Et la question... Non, mais moi, ce qui m'a...
disons, je crois que dans tout, il y a l'idée quand même d'essayer de filmer le plus vrai, le plus, disons, filmer le travail des gens. Donc il y a une forme d'hommage presque à chacun, ou une attention à chacun. Et donc c'était vraiment d'essayer de se dire, voilà, les échafaudeurs, comment est-ce qu'on fait pour les filmer, qui c'est, qui ont choisi quel visage. Enfin, c'est vraiment je peux pas dire que je me dis ça m'a surpris ou ça m'a étonné, parce qu'en fait je regarde un peu autre chose. Je me dis pas qu'est-ce qui est surprenant sur un chantier. Je me dis comment trouver les bonnes personnes, enfin qui vont être les protagonistes, etc. Donc c'est un peu d'autres questions. Oui, donc je peux pas dire. Parce que bon, je m'imaginais un peu tout ce qui allait se passer, qu'il y ait des questions de délai, etc. Je m'en doutais, quoi. Mais non, je pense qu'il y a vraiment je pense que c'est quand même c'est quand même le rapport entre vraiment la pensée, quoi, qui est quand même le geste du dessin, et puis la mise en œuvre, enfin puis l'intelligence quand même de certains. Celui qui s'occupe de tout la structure métallique, là, Joël, c'est un mec d'une intelligence hors du commun. J'entends ce qu'il peut lire d'un plan, la vitesse à laquelle il comprend un truc, l'ordre. Enfin, il y a une intelligence incroyable chez chacun. Enfin, il y a une sorte de. Donc, je pense que ça m'a pas surpris, bien sûr, mais je trouve. C'est quand même toujours incroyable de voir l'intelligence collective, en fait, au travail. Ouais, et puis le choix de ce film était aussi évidemment un clin d'œil, un écho à l'immense chantier que cette salle a connu pendant un long moment, je ne sais plus combien de temps exactement, et qui a vu ici défiler aussi beaucoup de gens, beaucoup de compétences, beaucoup de métiers différents, des ouvriers, etc. Et je trouve que votre film, il est aussi là pour rendre hommage et rendre visible des gens qu'on ne voit pas souvent au cinéma, notamment des ouvriers dans le bâtiment. Et du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci à l'équipe de la Cinémathèque, Kika et Maxime, qui règlent les micros, entre autres, qui nous a permis de nous accueillir ce soir. Et puis on peut se retrouver dès demain à partir de midi au Forum d'architecture, où on va parler aussi de démolition et de non-démolition, avec tout un mouvement qui est en cours au niveau de l'Europe pour éviter de démolir les bâtiments. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puis à demain et à bientôt. Bonne soirée. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup.